Donc la scène de la bataille est représentée par deux éléments au niveau formel. C'est-à-dire qu'on a l'armée de Charles Chauve, qui est réalisée en forme de palier, ici que vous voyez sur l'image, qui sombre un peu en effet domino pour s'enliser dans les marais, c'est un symbole. Voilà. Et donc en fait on est dans la réception en face de l'armée de Nominoé, représentée par des lances, Nominoé au centre, qui reçoit et qui s'oppose à cette armée qui s'enlise. Voilà, donc on a un face-à-face révélateur. C'est quoi du chantilly? Oui. On fait un marquage hélicoïdal avec le scotch, à peu près sur une longueur d'1 mètre. L'idée c'est ça, tous les 3 cm. Donc ils vont dire des beaux rondins pour faire du feu. Eh oui. Ouais, c'est un peu. Le cuivre, c'est pour être en résonance avec les pointes qui vont terminer la partie supérieure des lances. Et aussi pour prévenir des agressions éventuelles qui pourraient intervenir. On a choisi le châtaignier. Pourquoi châtaignier? Parce que c'est un bois de pays et puis il résiste très bien dans le temps. Il s'intègre bien dans le paysage surtout. Hein. Tous nos piquets de clôture, c'est du châtaignier. Moi, c'est un bois qui va très bien avec Parce que c'est des sections assez grosses quand même. Oui. Ils ont été surpris. La surdimension des lances, parce qu'on parle de lances, mais on a plus affaire à des sections un peu poteaux téléphoniques, c'est pour être en rapport avec la proportion du monument. Hein, on a un monument qui fait 3 mètres de diamètre, donc on est dans quelque chose d'assez monumental et il faut qu'on ait en réponse des éléments qui soient en proportion. Donc il faut imaginer effectivement l'ensemble monté sur place. Et là, il est travaillé avant. disons que on l'a reçu tout épluché. Hein, tout épluché. Et puis là, on a quand même fait une bonne finition dessus, quoi. Hein, donc Pour le calibrer. Alors, le travail du bois existait aussi à l'époque de Nominoé. Oui, le 9e siècle est vraiment un siècle d'expansion et le bois est toujours très utilisé, et même de plus en plus. C'est une tradition qui vient des Gaulois et c'est un matériau qui est parfaitement adapté, qui permet de construire rapidement et d'avoir une bonne isolation. Et c'est un investissement travail qui est beaucoup moins lourd que la pierre, que l'on savait aussi utiliser et que l'on a utilisé dans des circonstances plus solennelles, par exemple pour les sarcophages ou pour les cimetières ou pour des débuts de construction de chapelles. Les châteaux donc étaient construits en bois pour la plupart. On est avant les châteaux forts, là, on est aux mottes castrales. Et dans les mottes castrales, il y a un entourage en terre, un donjon en bois au centre. Entre les deux, donc une butte qui vient justement des fossés que l'on a creusés. On a la terre et on l'accumule en forme de butte qui domine le territoire. Ça permet de voir plus loin et ça permet aussi d'asseoir son autorité sur les populations qui sont autour, auxquelles on apporte aussi une protection. Et c'est une population majoritairement agricole qui est en pleine expansion. Oui, à partir du 9e siècle jusqu'au 12e, on avait une véritable expansion rapide de la population grâce à une production agricole qui monte, une sécurité qui est aussi améliorée. Et rien qu'au niveau agricole, donc on est passé de la bêche à l'arère, donc une sorte de charrue qui permet donc des labours beaucoup plus importants, donc des récoltes beaucoup plus importantes et une extension des zones cultivées. Il y a aussi l'ingénierie qui est au service de l'agriculture. Oui, il y a des outils en métal qui sont de plus en plus perfectionnés et qui ressemblent étrangement aux nôtres.
Et il y a aussi l'utilisation de la pierre pour faire des meules, pour moudre le grain. Et on fait donc des moulins, mais aussi des moulins à marée qui vont utiliser la force de la marée. Et certains de ces moulins à marée datent environ du 8e siècle. Donc très très tôt, on utilise à la fois le bois et la pierre. Et là, on a des moulins pour pouvoir fournir le grain, avoir des réserves de farine et donc pouvoir tenir en cas de mauvaise récolte. Combien de temps faut-il pour construire un tel monument? Alors ça peut aller de 1 à 3 mois pour une trentaine de personnes à temps plein. On peut donc construire pas mal de résidences, se déplacer facilement de l'une à l'autre, évacuer une zone dangereuse. Et aussi, les populations agricoles se déplacent parce qu'on laisse des terres en repos par endroits et on va cultiver un peu plus loin avant de revenir 2 ou 3 ans après à la zone qu'on a quittée. Et à chaque fois, donc, il y aura une motte castrale qui permettra d'assurer sécurité et surveillance et puis pouvoir de la famille régnante. C'est pour ça qu'on retrouve la trace de ces rois bretons un peu partout dans le territoire. Oui, ces rois bretons occupent pratiquement toute la Bretagne. Et c'est un mode de développement que l'on trouve également dans tout l'empire carolingien. Nous sommes à Renac, près de Redon. Alors pourquoi Renac? Parce que ici, Nominoé a élu sa résidence principale pendant de nombreuses années, sûrement attiré par le seigneur des lieux, le Marquien de Brande, qui était son ami. Il y a d'ailleurs des traces de la venue de Nominoé et d'Argentel, son épouse, en lieu et place ici. On pense d'ailleurs que sa résidence était au centre de Renac, dans un manoir aujourd'hui disparu. Et puis la région fourmille de trésors archéologiques, un mégalithisme important, nous sommes pas loin du site de Saint-Just, également des thermes romains absolument somptueux qui ont été découverts lors des travaux de fouilles préventives par rapport à la 4 voies, une motte féodale et un camp retranché médiéval qui laisse à penser qu'on était sur des positions défensives vis-à-vis de la frontière avec les Francs. Alors, non loin d'ici, à Messac exactement, le 24 mai 843, l'histoire va basculer. Et pour s'en rendre compte, je vous propose une petite balade du côté des bords de la Vilaine. « 24 mai 843, Messac. C'est ici que l'histoire a changé de cours. 2 versions s'opposent par rapport au fait que je vais vous relater. La première, la plus communément admise, est que Erispoé prend la tête des troupes de son père pour aller attaquer Nantes. Depuis quelque temps, les Bretons ont adopté la couleur noire. Noir sur leurs boucliers et leurs équipements, comme le relate le chroniqueur franc Hermold le Noir et le poète gallois Hans Pryden, qui évoque les Noirs armés de la Bretagne armorique. Il est rejoint par Renaud d'Herbauges qui défend la cité et qui bat à plate couture les troupes bretonnes. Le lendemain, forts de leur victoire, les Francs se reposent à Blain. Lambert II, avec des Vikings et quelques Bretons, les surprend en plein sommeil, les massacre, tuant ainsi au passage Renaud d'Herbauges. Ça, c'est la version numéro 1. La deuxième version, défendue notamment par l'historien Jean-Christophe Cassard, eh bien, est que c'est finalement Renaud d'Herbauges qui aurait franchi la Vilaine derrière moi, surprenant au petit matin les troupes bretonnes pour leur imposer une cuisante défaite. Sauf que Lambert II est ici, il a rejoint son ami Nominoé, il charge les troupes franques, permettant aux Bretons de se ressaisir et de contre-attaquer. L'issue va alors changer de camp, les Francs vont être battus, eux aussi à pas de couture, ce sera un véritable massacre. D'ailleurs, Renaud d'Herbauges périra lors de cet assaut final. Les Bretons repartent avec des prises de guerre et surtout Lambert II fonce sur Nantes car il briguait ce siège qui lui revenait de droit vu qu'il appartenait avant à son ancêtre Lambert Ier. Alors, ces batailles, quelle que soit de toute façon la version que nous retenons, ont une issue. Nominoé va devoir cette fois-ci prendre une décision. Que va-t-il se passer? Car Charles le Chauve va être tenu au courant, bien sûr, de cette escarmouche, entre guillemets, entre Francs et Bretons, et va devoir réagir. Et Nominoé le sait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? D'un côté, pendant
quelques mois, il va jouer la carte politique, essayant de donner le change à Charles Chauve, tout en préparant ses troupes. 1 an plus tard, il va prendre la décision qui va radicalement changer sa vie et celle de la Bretagne. Il décide, en 844, d'attaquer Le Mans et de tout dévaster. Ainsi, il déclenche un véritable acte de guerre.